Je vous remercie tous de participer à ce premier rendez-vous du French Tech Central à la sauce ex-Marseille. Donc le French Tech Central, c'est une initiative qui a été inaugurée à Station F par la mission French Tech pour permettre un dialogue plus fluide entre les startups et les administrations et qui permet notamment la prise de rendez-vous, des masterclass et voilà, des moments de rencontre entre les startups et les administrations centrales. Donc c'est un mode de fonctionnement qui a été proposé ensuite au Capital French Tech sur tout le territoire et qu'on était en train de réfléchir. Et on s'est dit que dans cette période, c'était particulièrement pertinent de pouvoir fluidifier ce dialogue entre donc les administrations et les startups, parce qu'il y avait beaucoup de mesures qui sont prises toutes les semaines. Entre l'annonce et l'opérationnalisation, il y a parfois un peu de délai et un peu de précision forcément, et notamment sur les mesures de financement dont on va parler aujourd'hui. Il y a pas mal de questions qui nous sont remontées. Donc je remercie Jean-Marc Batigello de BPI France et Lise Écart de la Banque de France d'être les premiers à inaugurer ce type de rendez-vous. Je vais passer bientôt la parole à Jean-Marc Batigello qui va commencer à vous parler donc, de toutes les questions de financement sur le PGE, sur les bridges, hein, enfin vous préciser toutes les dernières mesures qui ont été annoncées et opérationnalisées par BPI. Si vous avez des questions, donc, je vous propose de passer par le chat. Donc, vous trouvez l'onglet chat en haut à droite de votre écran, normalement, pour que je puisse centraliser les questions et les poser directement à Jean-Marc, puis à Lise, et donc centraliser tout ça sans interrompre les intervenants. Donc, on a mis à peu près 1 heure pour la visio. On va commencer par une présentation de Jean-Marc, les questions après. Après, Lise complétera avec une petite présentation et puis un temps de questions aussi. On va essayer de s'y tenir parce qu'on sait que c'est pas parce qu'on est à distance qu'on n'a pas des agendas chargés, tous autant qu'on est. Donc merci à tous et je passe la parole à Jean-Marc tout de suite. Merci à ceux qui n'interviennent pas, voilà, dernier point, de couper leur micro. Sinon, je les couperai moi pour qu'il n'y ait pas d'interférence entre les personnes qui interviennent et d'autres personnes qui écoutent. Merci beaucoup. À Jean-Marc, c'est à toi. Ouais, très bien. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jean-Marc Batigello. Je suis délégué innovation chez BPI France à Marseille depuis une dizaine d'années. Et donc, aujourd'hui, je vais profiter de ce temps qui m'est consacré pour vous présenter un peu comment une banque comme BPI France, un organisme public, a pu réagir face à la crise et proposer diverses solutions de financement. Donc, la crise, tout le monde a été touché il y a de ça 5 semaines. BPI France avait un petit avantage, c'est qu'il y a déjà eu des crises avant, en particulier en 2008, il y a eu une grosse crise. Et à l'époque, BPI France avait déjà mobilisé des dispositifs à la demande de Nicolas Sarkozy pour aider les entreprises face à la crise de 2008. Et donc, on avait déjà des outils qui étaient actifs, qui sont des fonds de garantie de l'État, en fait, qu'on a pu réouvrir très rapidement dans les tout premiers jours de cette nouvelle crise. Ça, c'est en fait donner aux banquiers la possibilité de faire du crédit en étant mieux garanti par BPI France. Et donc, on avait 2 dispositifs. On a un dispositif pour le moyen long terme qui s'appelle la garantie renforcement de trésorerie, et puis un dispositif pour les lignes de crédit court terme qui s'appelle LCC, ligne de crédit court terme. Voilà, donc ces 2 dispositifs, on les a activés assez rapidement. Sachant qu'aujourd'hui, l'État nous demande de les éteindre, parce qu'en fait, entre-temps, l'État a créé le PGE qui est garanti directement par Bercy à 90%. Donc ça a été c'était les toutes premières possibilités offertes aux banques. Et puis très rapidement, on a d'abord offert aussi à nos clients qui avaient des prélèvements automatiques, déjà de leur proposer de nous appeler pour d'abord demander de stopper les prélèvements quand ils étaient en incapacité de les payer parce qu'il n'y avait plus d'activité. Et donc ça, on s'est rendu compte que très rapidement, on avait beaucoup de demandes et donc on l'a automatisé. C'est-à-dire que sur tous les prélèvements automatiques, on a décidé de stopper ces prélèvements.
Et donc, si parmi vous, il y a des clients de BPI qui auraient été prélevés au fin de mars, ben, ils peuvent se rapprocher de nos services de gestion parce que normalement, ils n'auraient pas dû. Hein. Voilà. Donc, on a automatisé. Alors, sauf ceux qui n'ont pas de difficultés face à la crise, qui souhaiteraient continuer à être prélevés, mais sinon, tous les autres, on a stoppé ça. Donc, ça, c'était les premières initiatives très rapides. Comme on avait ces fonds de garantie de l'État, on a pu aussi créer un dispositif qu'on a appelé le prêt à tout. Et donc ça, on a eu l'autorisation assez rapide aussi de l'État, avant même le PGE, de créer un dispositif pour les clients de BPI France. Et donc ce prêt à tout, on a eu une autorisation de faire 3 milliards, parce que les liquidités aussi, BPI France, c'est une petite banque par rapport à l'ensemble des banques. On doit être la 13e ou la 14e en France. Et 3 milliards d'activités de crédit, c'est très important pour BPI. Hein. Alors, on avait les liquidités qui nous le permettaient et on avait ces fonds de garantie État. Donc, on a commencé à faire ce prêt à tout. Ce prêt à tout, c'est un prêt avec une période de différé et qui peut être de 6 mois à 1 an et qui peut aller de 3 à 5 ans. Voilà. Donc c'est un prêt sans garantie, bien sûr, des entrepreneurs parce qu'il est garanti par des fonds d'État. Donc, ce dispositif a été très sollicité depuis le début de la crise et depuis les 5 semaines de démarrage. Et au jour d'hier, on en avait fait au niveau national 1735 pour 2,9 milliards. Donc, on est presque à la limite des 3 milliards. Alors, tous n'ont pas été décaissés. On a 1,3 milliard de décaissement. Mais cette enveloppe-là, l'État ne souhaite pas la renouveler puisque, entre-temps, il y a eu le PGE. Et le PGE coûte moins cher à l'État en termes de structure de garantie derrière. Voilà. Donc ça, c'était les 2 premiers dispositifs. La garantie, un prêt spécifique pour BPI. Et puis, effectivement, très rapidement, l'État s'est rendu compte que face à la crise, il fallait qu'il mette beaucoup de moyens. Alors, il l'a fait avec le chômage partiel, mais il l'a fait aussi avec le prêt garanti par l'État, qui est un dispositif qui permet aux banquiers de soutenir l'économie en étant garanti à 80% directement par la direction du Trésor et par Bercy. Alors, derrière, c'est BPI France qui est le gestionnaire de cette garantie. Mais aujourd'hui, sur ce PGE, c'est vraiment en fait les banques qui se sont entendues avec l'État et avec Bercy. Ce n'est pas BPI France qui détermine l'éligibilité des dossiers. Hein. Nous, le seul droit qu'ont aujourd'hui les banquiers, c'est de recevoir la garantie de l'État. Mais après, eux prennent le risque face aux demandes des entrepreneurs par rapport aux 10% de risque qu'ils ont à prendre. Voilà. Donc ça a été mis en place aussi 10 jours après le prêt à tout. Et ça fonctionne très bien puisque, alors il y a un plafond qui a été annoncé de 300 milliards par l'État. Bon, on pense pas que ces 300 milliards seront atteints. On pense déjà que si on arrive à 100 milliards, ce sera pas mal parce qu'au jour d'aujourd'hui, après 5 semaines, on doit être à peu près à 30 milliards de mobilisation, donc de PGE. En demande, enfin, et je crois qu'il y a 17 milliards, donc, je ne vais pas dire de bêtises, donc je crois que c'est 30 milliards le chiffre, et dont 1 milliard de prêts garantis par l'État innovation. Parce que sur ce prêt garanti par l'État, l'État au départ s'est dit la crise va durer 3 mois, donc on propose de soutenir à hauteur de 25% du chiffre d'affaires de l'année dernière les entreprises. Donc ça c'est le premier plafond. Et il s'est dit aussi rapidement, les startups et les entreprises innovantes qui ne génèrent assez peu d'activité, il faut qu'on trouve un autre critère pour ce plafond. Et donc, ça a été annoncé rapidement. C'est 2 fois la masse salariale de l'année 2019. Et donc, par rapport à… Donc les banques ont commencé à prendre le relais, y compris sur ce dispositif PGE en soutien de l'innovation, puisqu'aujourd'hui, sur les 30 milliards, il y a 1 milliard qui ont été fléchés vers ces entreprises innovantes. Donc voilà, BPI a commencé, l'État a tout de suite pris le relais avec le PGE, les régions aussi ont fait leur part, puisque toutes les régions, il y a une dizaine de jours, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur nous a confié une enveloppe pour faire ce qu'on appelle le pré-rebond.
Alors, autant le prêt à tout est pour les PME un peu plus belle en termes de taille, parce que le prêt à tout démarrait pour les PME à 50 000 euros et pouvait aller jusqu'à 5 millions d'euros. Et pour les ETI, au départ, on a annoncé qu'on pouvait aller jusqu'à 30 millions. Et puis très rapidement, on s'est limité à 15 millions parce que là, on voyait que l'enveloppe disparaissait rapidement. Autant là, sur le prêt rebond, la bonne chose, c'est qu'il est sur un taux bonifié et donc il est à 0%. Alors que le prêt à tout, au jour d'aujourd'hui, il est à 2,5. Et le prêt rebond, par contre, il est vraiment pour les petites entreprises. Il démarre à 10 000 euros et au maximum, c'est 300 000 euros. Voilà. Donc, la première enveloppe qui nous a été confiée par le conseil régional, elle est de 13 millions d'euros. Enfin, elle est d'un peu moins, mais avec l'effet levier, on peut faire jusqu'à 13 millions d'euros de prêts. On en a déjà attribué pas loin de 9 millions. Hier, on a appris, parce que comme on avait d'autres dispositifs avec la région, on pouvait transformer une partie d'argent disponible sur ces dispositifs. Et donc, on a une enveloppe de 4 millions de plus, là, tout de suite. Et puis après, le conseil régional réfléchit, parce qu'on voit que ces enveloppes disparaissent rapidement, parce qu'il y a un vrai besoin de nous confier, je pense, une vingtaine de millions d'euros de plus sur du FEDER. Donc ça, ce n'est pas encore fait, mais on pense voilà, qu'on aura une enveloppe de prêt rebond qui permettra de tenir un peu plus longtemps. Le prêt rebond, lui, il est sur 7 ans avec 2 ans de différé, toujours sans garantie personnelle. Alors, dans tous ces dispositifs, que ce soit le prêt à tout, le prêt rebond, on cherche vraiment à qu'il y ait la complémentarité des banques privées, puisque vous savez, donc BPI France est un établissement de place et l'enjeu, c'est vraiment qu'on fasse, grâce à l'action de BPI France, qu'il y ait un effet levier sur le secteur bancaire privé, en fait. Et c'est pareil pour le financement de l'investissement, j'y reviendrai un peu plus tard. Donc ça a été les premiers dispositifs. Et très rapidement, donc sur on a mis en place les tuyaux de la garantie, donc pour le prêt garanti par l'État. Mais on savait que sur l'innovation, les banques qui ne sont pas trop habituées à financer l'innovation, il fallait qu'il y ait un produit BPI France. Et donc, on a sorti la semaine dernière le PGE soutien à l'innovation qui, lui, est activé directement chez BPI France. Celui-là, on ne cherche pas forcément de contrepartie bancaire. On essaiera pour les gros montants, mais je pense que pour les montants inférieurs à 200 000 euros de demande, ils pourront être traités directement par BPI sans les banques. Voilà. Donc, ce PGE soutien à l'innovation, c'est vraiment la copie conforme à quelque chose près c'est les mêmes règles que le PGE qui était sorti avant. C'est-à-dire qu'il est plafonné à 2 fois la masse salariale de 2019. Et donc, il est simplement un peu différent en termes de taux. Alors ça on peut vous l'expliquer, c'est parce qu'en fait, aujourd'hui, le PGE des banques est un prêt sur 1 an. Et au bout d'1 an, soit les entreprises sont en capacité de le rembourser, soit elles demanderont à leur banquier d'échelonner les remboursements sur 1, 2, 3, 4 ou 5 ans. Nous, BPI France, on a pris le parti parce que quand il y aura cette renégociation au bout d'1 an, les taux auront évolué. Et au jour d'aujourd'hui, les banques n'affichent pas encore le taux que sera le taux du crédit dans 1 an. Alors que chez BPI France, pour le prêt garanti par l'État, soutien à l'innovation, on a fixé un taux là pour ce mois de 1,75. Dans ces 1,75, vous avez 0,25 qui est le coût de la garantie. Et le reste, c'est le taux qu'on appelle le taux initial, mais qui sera le même tout au long de la durée du prêt, y compris au bout de 6 ans, si vous décidez dans 1 an de rallonger les échelonnements et les remboursements sur 5 ans supplémentaires. Voilà, donc ça, c'est pour le PGE soutien à l'innovation. Après, dans les autres dispositifs qu'on a annoncés, on a parlé d'un dispositif alors qui n'est pas encore opérationnel, mais qui s'appelle French Tech Bridge. Donc, là, en fait, c'est plus lié aux startups dont on sait qu'elles avaient besoin de fonds propres et qu'elles avaient prévu une grosse levée de fonds.
et que cette levée de fonds est retardée à cause de la crise. Aujourd'hui, on sait très bien que les investisseurs, on connaît bien ce monde-là aussi, puisqu'on a une filiale qui s'appelle BPI France Investissement, qui fait des investissements en direct et qui surtout fait du fonds de fonds. Et on a 300 fonds partenaires dans cette filiale. Donc, on voit que les levées de fonds sont retardées aujourd'hui à cause de la crise. Et donc là, l'idée avec ce dispositif qui a été annoncé par Cédric O le 24 mars, qui s'appelle French Tech Bridge, l'idée, c'est de dire aux investisseurs historiques, voilà, il va y avoir des difficultés de trésorerie en attendant les levées de fonds. Donc, si vous êtes en mesure de faire un bridge de trésorerie sur vos participations, BPI France accompagne ce bridge à hauteur de 1 pour 1 et d'amener la trésorerie nécessaire à attendre la prochaine levée de fonds qui risque de se faire maintenant en 2021. Voilà, donc ce dispositif-là, aujourd'hui, on n'a pas les règles exactes. La seule chose qu'on sait, c'est que en fait, les dossiers qui seront inférieurs à 500 000 euros de bridge seront traités en région et seront sans doute la copie conforme d'un dispositif qui existe déjà qui s'appelle les OC French Tech Seed, obligations convertibles en cas de. Ces OC, ce sont des obligations convertibles sur 5 ans qui sont à 7% d'intérêt et l'intérêt est capitalisé et tout est payé en fin au bout de 5 ans. Voilà. Donc, et pour les projets où le besoin sera supérieur dont le bridge sera supérieur à 1 million d'euros, et donc là, les dossiers seront traités en centrale chez BPI France. Et là, ce sont les équipes investissement qui se réservent la possibilité, alors peut-être de faire des OC, mais aussi il y a d'autres dispositifs comme des OPSA. Donc ça, c'est pas encore fixé clairement aujourd'hui. On attend les règles. Donc moi, ce que je propose, c'est dès qu'on a les règles sur French Tech Bridge, on les diffusera auprès de la French Tech Aix-Marseille pour qu'ils puissent vous les faire passer. Voilà, mais en tout cas, l'idée, c'est bien ça, c'est avec les actionnaires historiques d'apporter le cash suffisant pour attendre les prochaines levées de fonds. Donc voilà pour les principaux dispositifs de soutien financier. Après, BPI France, on a aussi toute une série de possibilités d'accompagnement des entrepreneurs. Si vous allez sur notre site ou sur BPI France Université, vous allez voir des petites formations, des choses qui ont été faites pour lier vraiment à la crise. Donc ça, c'est aussi un volant d'accompagnement des entrepreneurs qui est intéressant et qui peut vous être utile. Et si vous avez besoin de précision par rapport à ça, je pourrais aussi en apporter via la Marseille. Merci Jean-Marc pour cette présentation. Il y a quelques questions donc, sur le chat. 2 questions concernant le pré-rebond. Quels sont les critères exactement pour bénéficier de ce pré-rebond en termes d'âge, de taille d'entreprise, de CA? Et est-ce que ce prêt est soumis aux critères européens sur les fonds propres déterminant si une entreprise ou non est en difficulté ou non, en fait? Alors, le pré-rebond, les bénéficiaires sont les TPE et les PME qui ont plus d'1 an. On ne compte pas des entreprises en création. Voilà. Il n'y a pas après de critères liés au chiffre d'affaires. Et après, donc le montant du pré-rebond, lui, comme c'est le cas aussi pour le prêt à tout, il est plafonné aux fonds propres et aux quasi-fonds propres de l'entreprise. Voilà. Donc après, aujourd'hui, par rapport aux histoires d'éligibilité, en particulier de ce statut d'entreprise en difficulté lié à des fonds propres négatifs, ou hier ou avant-hier, l'État a précisé les choses dans une foire aux questions qui a été diffusée par rapport aux prêts garantis par l'État. Donc, tout ce qui est d'État, normalement, enfin, quand on est entreprise en difficulté, on n'y a pas droit. Hein. Alors, entreprise en difficulté, ça veut dire si vous avez une procédure collective, ça, c'est sûr que ça, à part d'être dans une remédiation ou avec des échelonnements qui sont respectés, mais sinon, donc, la procédure collective interdit les aides d'État.
Par contre, par rapport au calcul pour les entreprises en difficulté, c'est-à-dire les entreprises qui ont consommé plus de la moitié de leur capital social, plus la prime d'émission qu'elles pourraient avoir, là, il y a de l'assouplissement. C'est-à-dire que nous, sur tous les dispositifs, déjà, on a dit dès le départ, dans la règle de calcul, on compte des choses qui sont d'habitude de la dette et qui ne sont pas intégrées, comme des comptes courants d'associés ou des OC, par exemple, si une entreprise a émis des OC ou des BSA. Ou, voilà. Donc, on a élargi, assoupli la règle pour avoir le moins possible d'entreprises dans ce cadre-là. Et puis, la bonne nouvelle d'il y a 2 jours, c'est que l'État a dit aux banques, dans cette foire aux questions, en fait, si vous analysez le dossier et que vous prenez le risque sur une entreprise en difficulté, et que si jamais après vous devez actionner la garantie parce que l'entreprise est en difficulté et ne rembourse pas son prêt, l'État, et donc BPI qui est le gestionnaire de ce dispositif, ne remettra pas en cause et ne pourra pas, en fait, ne pas accorder la garantie du fait que l'entreprise était en difficulté. Voilà. Donc là, c'est vraiment une analyse de la banque qui doit prendre ce risque. Mais aujourd'hui, quelque part, un banquier ne peut pas refuser simplement sur ce critère-là de dire non, mais moi, je ne vous aide pas parce que vous êtes entreprise en difficulté. Alors, si c'est une procédure collective, ça c'est clair. Mais par contre, si c'est lié à cette règle, il y a vraiment un assouplissement par rapport à ça. Voilà. Donc, et donc, du fait de cet assouplissement sur la garantie de l'État, alors aujourd'hui, sur le pré-rebond, on n'a pas eu mais je pense qu'on est un peu dans le même cadre, quoi. Enfin, ouais. Voilà. Je pense que j'imagine que Lise aussi aura des précisions à donner côté Banque de France sur ces questions aussi de notation et tout, donc on y reviendra par la suite. Il y avait aussi une question sur le PIA 3, de savoir s'il y avait 4 milliards qui disparaissaient du PIA 3, c'était ça la question. Comment ça allait se passer sur ce sujet? 4 milliards qui disparaissent du PIA 3. J'avoue que c'était un moment où je faisais rentrer des gens dans la visio, donc j'ai pas suivi. Non, enfin, millions, pardon. J'ai pas dans 80 millions, c'est le French Tech Bridge. Le PIA, non, pour le moment, les enveloppes, la seule chose qu'elle nous a demandé l'État de faire, mais ça concerne des entreprises qui auraient des contrats sur des projets plutôt collaboratifs et qui ont eu des grosses aides de BPI au niveau national. C'est que dans ces grosses aides, souvent, il y a plusieurs tranches de versement qui sont conditionnés souvent à des apports ou levée de fonds. Et donc là, l'État nous a demandé d'anticiper les versements pour ces gros projets collaboratifs. C'est-à-dire qu'en général, vous avez au départ un premier versement qui, lui, n'est pas conditionné. Et après, vous avez plusieurs versements et un solde. Et donc, toutes ces tranches intermédiaires, l'État nous a demandé en fait, de revoir nos contrats et d'anticiper le versement de ces tranches intermédiaires. Voilà. Garder juste un solde, mais voilà. Et donc ça représente, je crois, plusieurs centaines quelques millions d'euros, on va dire une centaine de millions d'euros de trésorerie qui va être apportée directement à ces gros projets, quoi. Donc plutôt pour des belles PME et des ETI, hein. C'est des projets qui sont pas forcément à la portée des TPE, quoi. Ouais. Et j'avais une question en plus, donc n'hésitez pas, pour ceux qui ont rejoint plus tard, à poser vos questions dans la section chat. Moi, j'avais une question en plus. Il y a des rumeurs ou parfois des on-dit sur le fait que certaines entreprises peuvent passer directement par BPI pour le PGE. Donc, est-ce que c'est le cas ou est-ce que dans tous les cas, il faut passer par la banque? Alors, non, c'est-à-dire que aujourd'hui, nous, chez BPI France, ça risque d'évoluer, hein, je vais vous en parler aussi. Aujourd'hui, en fait, le PGE, c'était l'outil des banques et BPI France a la garantie. On a mis en place cette plateforme pour que les entreprises, en fait, c'est plus de la traçabilité informatique, hein, c'est pour éviter que les entreprises, il y ait des petits malins qui demandent à plusieurs banques le plafond et donc elles se surendettent et puis qu'elles aient aussi accès à de la garantie qui n'est pas légitime, à des prêts. Donc on a fait une plateforme. Donc nous, on est aujourd'hui l'opérateur de cette garantie. Et au départ, on avait bien dit le PGE, ce sont les banques qui le font, à part pour le PGE Innovation, où là, BPI France est légitime, hein, parce qu'on est un acteur historique de soutien à l'innovation avec toutes nos aides à la R&D, donc l'amorçage depuis des années.
Et donc là, on avait peur effectivement que les banquiers ne jouent pas trop le jeu parce que c'est un terrain qu'ils connaissent moins. Voilà. Donc au départ, c'était ça. Et nous, on avait un dispositif, le prêt à tout. Sauf que l'État vient de nous dire non, mais le prêt à tout, on ne va pas vous en remettre parce qu'aujourd'hui, il faut éteindre ces fonds de garantie RT et LCC qui coûtent plus cher. Et donc là, l'État nous autorise maintenant, et donc ça sera sans doute à partir de mercredi la semaine prochaine, à également faire du PGE aux côtés des banques, en fait. Comme on perd le prêt à tout parce que c'était le dispositif avec une enveloppe restreinte, donc maintenant BPI France sur la partie bancaire traditionnelle va aussi être comme une banque classique, faire du PGE aussi à partir de la semaine prochaine. Après, voilà, sur ce PGE, c'est comme pour toutes les autres banques, hein, les règles sont les mêmes. C'est pas un outil de prospection le PGE pour les banques, donc on le fait en fait à nos clients. Comme on l'avait fait pour le prêt à tout, comme le font les banques pour le PGE. Hein, normalement, ce n'est pas des prospects, c'est vraiment des clients. Et autant sur le PGE Innovation, on a cette possibilité de le faire seul, parce qu'on sait que les banques ne suivront pas forcément. C'est un terrain un peu plus dangereux, l'innovation. Autant sur la partie bancaire traditionnelle, on ne fera pas de PGE seul. C'est-à-dire que ça sera toujours en cofinancement. Voilà, enfin, comme je l'ai dit au départ, hein, BPI France, c'est vraiment un établissement de place qui est là, qui est un organisme un peu public pour avoir cette action et un effet levier sur la place bancaire, quoi. Donc, en résumé, les gens qui sont susceptibles d'être éligibles au PGE Innovation, s'ils sont déjà en lien avec des conseillers BPI, qu'ils ont des échanges fréquents, ils peuvent passer par vous pour activer ce PGE Innovation. Et nous, enfin, après, voilà, il y a déjà… S'ils le font avec leur banque, c'est très bien. Sur Marseille, elle est quand même assez sensible à l'innovation. Hein. Moi, j'avais fait une sorte de club que j'avais initié il y a 2 ans. J'avais fait un petit déjeuner. Il y avait 40 banquiers qui étaient venus. Et donc, on le voit, nous, dans les PME qu'on soutient, il y en a beaucoup qui sont aussi déjà avec de la dette bancaire. Et donc, celles-là, typiquement, on leur dit, OK, mais demandez aussi à votre banquier, s'il est partant, on partage le PGE Innovation. Voilà. Maintenant, je vous dis, sur des petits montants, on ne va pas s'embêter, on ne va pas aller chercher une banque pour quelques milliers d'euros de risque, quoi. Enfin, parce que… Alors, il y a des questions complémentaires. Donc, ça, je pense qu'on y a répondu. Sur les délais de réponse, bon, sur le prêt à tout, dont on a compris qu'il était en train de s'éteindre. Le prêt rebond, des délais de réponse entre la demande et par mail et la réponse. Bon, j'imagine que vu la surcharge de tous les services, c'est assez variable, mais est-ce qu'on a des idées là-dessus sur les délais? Normalement, les réponses sont très rapides. Je pense que s'il n'y avait pas de réponse dans les 3 jours, c'est qu'il y a un souci. Enfin, mais voilà, pas qu'on vous accorde le prêt, hein, mais au moins une réponse de prise en compte de la demande. C'est assez rapide. Hein. Aujourd'hui, on n'est pas là où on a le plus d'engorgement, c'est plus par rapport au décaissement, parce qu'en fait, aujourd'hui, sur l'innovation, on a une activité encore sur classique, parce que on pensait que l'innovation allait aussi s'arrêter, mais pas vraiment. Donc, sur tous nos dispositifs de soutien à la R&D, on a encore de la demande. Sur les dispositifs de prêt classiques, amorçage, liés au lancement industriel et commercial d'une innovation, on a aussi des demandes. Par contre, sur la partie bancaire, c'est-à-dire les chargés d'affaires qui étaient sur le financement traditionnel, eux, du jour au lendemain, l'activité s'est arrêtée. Ils ont basculé tout de suite sur du prêt à tout, et demain sur du PGE, mais tous les prêts qu'on avait avant, en particulier, on avait des prêts qui s'appellent prêts croissance, ce sont des prêts sans garantie des entrepreneurs. Ceux-là se sont arrêtés. Donc, on va redémarrer les prêts croissance avec une contrepartie de PGE. Voilà. Donc, aujourd'hui, du fait de l'arrêt sur les demandes de prêts garantis par l'État et sur les demandes de prêts rebonds, les réponses sont rapides. Après, les services de gestion, eux, du jour au lendemain, avec les mêmes équipes, ils doivent traiter 6 fois plus de contrats à traiter de façon quotidienne. Et donc, c'est là où, effectivement, au jour d'aujourd'hui, quand il y a un décaissement à faire, souvent, quand on donne un nouveau décaissement à un chargé d'études, il a déjà 3 ou 4 décaissements à traiter. Donc là, ça prend un peu de temps, mais bon, les délais sont assez rapides. Hein. Moi, je pense que
voilà, on est en capacité de répondre en quelques jours et d'accorder le prêt en 15 jours, on va dire quoi. Enfin, voilà, D'accord. Merci beaucoup, Jean-Marc. Et je pense que tu as aussi répondu à une autre question sur les dispositifs existants, savoir s'ils étaient conservés ou pas, s'ils ont évolué. Donc là, tu les as évoqués, dispositifs d'amorçage et tout. Donc je pense que là, ouais. Sébastien a pu avoir. On garde nos enveloppes traditionnelles, elles étaient déjà. L'activité avait bien démarré sur la partie traditionnelle de soutien à la R&D et à l'innovation. Donc là, sur les enveloppes annuelles, on est plutôt un peu en avance de phase, mais bon, il n'y a pas de souci. On a de quoi répondre à la demande s'il y a des demandes. Ça, c'est très important et c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi de pouvoir continuer à soutenir le développement et pas uniquement de faire de la réponse à la crise, même si c'est absolument nécessaire. Merci Jean-Marc. Écoute, on est pile au milieu de ce qu'on avait prévu en termes de timing. Donc je vais passer la parole à Lise Écart de la Banque de France qui va nous donner des précisions, je pense, assez utiles et assez complémentaires à ce que tu as pu présenter. Jean-Marc reste là, donc si vous avez d'autres questions qui peuvent concerner l'un et l'autre, n'hésitez pas à continuer à les poser par le chat. Et Lise va peut-être donner quelques précisions sur le rôle de la Banque de France et quelques compléments sur ce qu'a pu dire Jean-Marc, j'imagine sur des questions de notation aussi, éventuellement de médiation de crédit peut-être. Lise, oui, merci. D'abord, merci de m'avoir invité. C'est une bonne chose aussi que la Banque de France s'ouvre à l'extérieur et vers les startups notamment, parce qu'on a une volonté vraiment de s'ouvrir sur les entreprises et donc c'est un axe fort de notre développement, disons, pour la suite. Moi, je vais revenir assez rapidement sur tout ce qui est cotation et sur médiation. N'hésitez pas à poser des questions après, j'y répondrai avec plaisir. Pour ce qui concerne la cotation, en fait, alors certains des start-upers ou des entreprises présentes ont certainement déjà reçu leur cote. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Banque de France cote sur bilan les entreprises qui font un chiffre d'affaires supérieur à 750 000 euros. Pour ces entreprises-là, on va attribuer une cote de crédit qui est en fait la capacité de l'entreprise à faire face à ses remboursements et à ses dettes à un horizon de 3 ans. Les enjeux de la cotation sont quand même forts parce qu'en fait, la cote va avoir un impact à la fois sur la politique monétaire, à la fois sur la supervision bancaire et enfin sur la relation prêteur-entreprise. Pour la partie politique monétaire, c'est que les banques vont pouvoir se financer auprès de la BCE avec des garanties et des montants qui vont dépendre des prêts qu'elles vont apporter en garantie et ces prêts sont annexés un petit peu sur la cote de l'entreprise. Pour la partie supervision bancaire, c'est qu'en fait, plus la cote de l'entreprise sera meilleure, moins la banque aura besoin de provisionner en fonds propres. Et enfin, ce qui vous intéresse le plus, c'est qu'en fonction de la cote, ça permet aussi d'améliorer ou en tout cas d'avoir de bonnes relations dans la relation banque-entreprise et d'obtenir des taux qui sont parfois plus favorables selon la cote. Pour attribuer une cotation, on se fonde sur un certain nombre d'informations qui viennent de l'entreprise, par exemple ses données comptables. On fait aussi énormément d'entretiens avec les dirigeants, où là on va récolter beaucoup d'informations qualitatives. On va avoir toute une alimentation par les tribunaux de commerce, par l'INSEE, par les banques elles-mêmes pour ce qui est des encours de crédit et des incidents de paiement, et enfin par les assureurs crédit. Et à partir de tous ces éléments-là, on va attribuer une cotation. On va principalement baser notre analyse sur 4 grandes thématiques que sont la structure financière, la liquidité, l'autonomie financière et les performances. Pour ce qui est plus particulièrement des startups, on s'est aperçu que notre modèle actuel n'était pas totalement adapté dans la mesure où, notamment sur la partie fonds propres, on pouvait avoir des choses un peu atypiques par rapport à ce qu'on observait habituellement. Et donc, on est en train de définir une méthodologie adaptée aux startups pour vraiment mieux prendre en compte leurs spécificités et leur attribuer des cotations qui sont le plus juste possible par rapport à
à leur modèle. Pour la cotation, je pense que ça suffit. Si jamais vous avez des questions, dites-moi avant qu'éventuellement je passe à autre chose. Pour l'instant, il n'y a pas de questions, Lise. C'est Donc bon, je pense parfait. que Je vais du coup apporter là le point qui va vous intéresser le plus, c'est la médiation du crédit. La médiation du crédit, c'est une mission qui nous a été confiée suite à la crise de 2008, qui repose sur une équipe d'une grosse centaine de personnes en France, c'est-à-dire qu'on a un médiateur national du crédit et on a ensuite un médiateur par département. Ces équipes ont donc en charge d'apporter leur aide aux entreprises qui feraient face soit à un refus de financement, soit des dénonciations de concours. C'est-à-dire que, disons, dans une situation normale et hors crise Covid, on intervient principalement sur des dénonciations de découvert ou de lignes court terme et sur des refus de prêt. Là, je ne vais pas vous cacher qu'actuellement, on est plutôt sur une activité refus de PGE, mais ça, je pense qu'on y reviendra un peu après. On est aussi accessible aux entreprises qui rencontrent des difficultés d'assurance crédit. C'est une procédure qui est totalement gratuite et confidentielle. On respecte absolument le secret bancaire, donc tout reste vraiment entre nous. Et depuis peu, mais ça nous concerne moins, nous avons étendu notre périmètre d'action aux entreprises de l'économie sociale et solidaire. Qui peut saisir la médiation du crédit? Toutes les entreprises, tous les chefs d'entreprise, les auto-entrepreneurs, les artisans, les commerçants. Voilà, on fait pas de... le scope est très très large. Les seules exclusions sont les particuliers, les sociétés en liquidation et dans certains cas les SCI. Pour nous contacter, il y a notre site internet médiateurducrédit.fr. Il y a un numéro vert qui est aussi disponible sur internet. Ou alors, il y a une adresse mail éventuellement qu'on pourra vous communiquer par la suite. Ce qu'il faut savoir, c'est que la médiation du crédit, nous, notre objectif, c'est vraiment d'essayer de rapprocher les positions de chacun, que ce soit la position de l'entreprise ou la position de la banque, sachant que nous, on n'a pas vocation à faire prendre à nos partenaires financiers des risques manifestement anormaux. On ne peut pas non plus les obliger à accorder un prêt à partir du moment où ils l'ont refusé, mais on fait à peu près tout notre possible pour décoincer un petit peu les points de blocage. On est aussi là pour transmettre les messages entre les deux parties et parfois juste avoir un changement d'interlocuteur aide beaucoup dans ces situations. Pendant toute la durée de la médiation, les établissements bancaires s'engagent aussi à ne pas rompre leur ligne de financement. Ça, c'est quelque chose, à mon sens, qui est assez important, y compris pour les lignes de découvert. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est saisi, la banque ne peut plus dénoncer de ligne. Donc, j'ai cru voir passer un moment sur le fil une question sur comment faire si une banque ne joue pas le jeu. Et ben voilà, je viens de vous le dire. Vous pouvez saisir la médiation du crédit, soit sur notre site internet, soit en nous contactant. On est là pour ça. On est là pour aider les entreprises au plus et en tout cas les orienter, si jamais vraiment il y a trop un blocage avec les banques, les orienter vers les bons partenaires et vers des possibilités de financement. merci Lise pour cette présentation. Du coup, bon, si je fais un peu le résumé, si une entreprise a des difficultés à obtenir le PGE auprès de sa banque, soit c'est une entreprise innovante qui vise un PGE innovation, et à ce moment-là, elle peut se rapprocher de son conseiller BPI qui peut-être aura une meilleure compréhension de sa situation. Soit c'est pas le cas, et à ce moment-là, c'est plus au niveau de la médiation des crédits que ça va se jouer. Même s'il ne faut pas en attendre des miracles, c'est ce que je comprends, c'est-à-dire que bon, ça sera. On a quand même En fait, généralement, juste le fait de changer d'interlocuteur et que la Banque de France intervienne, on a vraiment déjà. Oui, voilà. Bon, c'est intéressant. Je pense que je peux mettre le lien dans le chat vers
le site du médiateur. Si je comprends bien, il y a une adresse mail par département Exactement. à saisir. J'imagine que les dossiers sont nombreux en ce moment, mais C'est j'imagine ça. aussi que vous avez musclé le service, donc je pense que c'est une Oui. bonne idée d'y faire appel si jamais il y a des questions. Sur les cotations, j'avais peut-être une question. Est-ce que c'est possible de changer sa cotation ou de demander de changer sa cotation? Comment ça se passe Alors, pour ça? pour changer sa cotation, en fait, tout va dépendre de si on est sur une cotation avec ou sans bilan. Si on est sur une cotation sans bilan, je dirais que malheureusement, là, nous, on cote que si on a des informations défavorables. Si on a un bilan, c'est-à-dire que l'entreprise fait plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires, là, il ne faut pas hésiter à nous envoyer les bilans. Et comme ça, on pourra coter, vu les données comptables qu'on aura. Mais il ne faut pas non plus hésiter à solliciter des entretiens avec mes collègues, parce que eux aussi vont pouvoir un petit peu gratter, je dirais, certains points et pour pouvoir aussi éventuellement améliorer, si c'est possible d'améliorer ou pas. Mais en tout cas, l'aspect aussi, je dirais, qualitatif et ce qu'on peut ressortir des échanges avec les dirigeants est très important. Et ça permet effectivement d'améliorer une cotation s'il y a besoin. Donc là, si on a son nouveau bilan, là, en ce moment, on commence à peut-être les avoir, les bilans 2019. Il ne faut pas hésiter à les transmettre. Et qui est-ce C'est qu'il ça. faut contacter à la Banque de France à ce moment-là Alors, il pour y faire a ça? Chacun a son interlocuteur? Alors en fait, il y a soit une boîte commune où on peut envoyer les bilans, soit sinon, en fait, le moyen le plus simple finalement, c'est de demander à son expert comptable de nous le télétransmettre. Et comme ça, il arrive directement dans nos bases. Et c'est aussi simple. Si jamais vous voulez nous l'envoyer, vous pouvez écrire à marseille.ent@banque-france.fr. Parfait, Voilà, je vous l'ai mis celle-là, parfait. dans le chat. Ok, Vous ben pouvez merci aussi beaucoup. utiliser cette adresse pour demander votre cotation si jamais vous ne la connaissez pas. Ah, voilà. Ça, c'est très intéressant. Et sur les cotations start-up, spécifiques aux Oui. start-up, enfin l'évolution, Mhm. est-ce que tu as une idée de à quel délai ça va être mis en place? Alors, Et on est-ce a que ça va vous conduire à réviser des cotations que vous aviez faites sur des start-up ou ça va être dans les années suivantes que ça va être Alors, on a eu nos premières instructions début d'année. Donc, on va pouvoir commencer à appliquer la méthodologie à partir là des bilans qu'on va déjà recevoir. D'accord. En fait, un des principaux critères va être aussi de voir si en fait, on va un peu compenser la structure en fonds propres par les capacités en liquidité. D'accord. Ok, donc pour les entreprises qui ont une cotation Banque de France et qui ont leur bilan, pour ces startups-là, c'est vraiment intéressant du coup de le communiquer très rapidement pour pouvoir bénéficier aussi de la nouvelle méthodologie. Et C'est donc, ça. Après, ça ne veut pas dire qu'il y aura forcément une amélioration, hein, non, non, mais les critères ont évolué, donc C'est ça. Il y a eu vraiment il y a une plus prise de en chances compte. C'est ça. Il y a des une prise en compte spécificités un de peu startup. du. C'est ça, tout à fait. Yes. Il y a des questions plus génériques sur le PGE, donc ça, je ne sais pas si c'est toi ou Jean-Marc ou les deux, sur la date pour bénéficier d'un premier PGE. On parle d'une date au 30 avril. Moi, j'avais entendu que le PGE serait disponible tout au long de l'année, mais Oui, oui, il est disponible tout au long de l'année. Hein, et tout à l'heure, par rapport à ce que j'ai dit, hein, l'État a prévu 300 milliards maximum. Aujourd'hui, je vous ai dit, on est à une trentaine de milliards. Et nous, on avait fait un petit calcul rapide aussi par rapport à l'utilisation des lignes de garantie sur ce dispositif dès les premiers jours. Et effectivement, on est plutôt sur 100 milliards que 300, hein, sauf donc, si la crise devait durer très longtemps. Mais bon, là, vu les améliorations et puis le confinement qui devrait, déconfinement qui devrait démarrer dans 2 semaines, je pense qu'on n'arrivera pas à l'utilisation des 300 milliards. Donc, par contre, on sera en capacité, effectivement, d'accorder des PGE jusqu'au 31 décembre. Je pense que ça, l'État ne changera pas la règle. Et par contre, alors, moi, aujourd'hui, je donnerai un message aux entreprises de ne pas se précipiter. C'est-à-dire que, parce qu'effectivement, il y en a vraiment des entreprises qui sont dans l'urgence, qui doivent être en difficulté là en fin de mois pour pouvoir verser des salaires. Et donc, celle-là, il y a vraiment un besoin d'urgence. Et donc,
si vous avez de la trésorerie, suffisamment de trésorerie, ne vous précipitez pas. Je dirais, voilà. Et là, il y a une autre possibilité aussi. J'ai eu la question hier. C'est-à-dire que à partir du 1er mai, c'est pour ça que tu devais avoir la date du 30 avril, c'est que les entreprises auront la capacité de faire une nouvelle demande. C'est-à-dire que les entreprises qui ont fait une première demande, donc là, des entreprises peuvent réfléchir et se disent, bon, j'estime que la crise va durer 3 mois, donc je calcule mon besoin de trésorerie sur 3 mois et je fais une première demande. Et donc qui n'est pas forcément lié au plafond, hein, parce que c'est vrai que les startups, elles ont tendance à essayer d'accumuler le maximum de trésorerie parce qu'elles ont des gros besoins, et on a beaucoup souvent de demandes de startups nous disant, ben, 2 fois ma masse salariale, ça fait tant, donc merci de me donner tant. Et donc là, on leur dit, non, mais quel est votre réel besoin, quel est réellement l'impact de la crise sur votre trésorerie aujourd'hui, et donc présentez-nous un peu un plan de trésorerie, puis on regarde le minima là, sur les 3 mois qui arrivent, et puis on essaie de couvrir ce besoin-là dans un premier temps. Et puis, si jamais la crise dure plus longtemps que prévu et que certaines entreprises seront plus impactées que d'autres, ben, elles auront la capacité, après le 1er mai, de redemander un PGE, sous réserve, bien sûr, que la somme des 2 PGE ne dépasse pas les plafonds autorisés par l'État, de 25% de l'activité ou de 2 fois la masse salariale. Donc, il peut y avoir cette approche prudente de demander en premier et puis de recharger après, plus tard dans l'année. Voilà. Et après, bon, je veux dire, les entreprises qui ont vraiment de la trésorerie et qui se disent, bon, ben, finalement, ça a quand même eu un impact et j'aimerais en bénéficier, ben, elles peuvent le demander après l'été. Je dirais, voilà, il n'y a pas de... Par rapport à la demande et par rapport à ce qu'a promis l'État, ben, je pense qu'on sera en capacité, effectivement, de le proposer jusqu'au 31 décembre. Hein. Voilà. Ouais. Ça, c'est un message important parce que et je l'ai entendu dans d'autres cénacles, notamment la CCI, qui disait si vous n'avez pas besoin immédiatement, laissez ceux qui ont un danger vital existentiel dès le mois d'avril faire leur demande et pouvoir être traités rapidement. Les enveloppes sont suffisantes pour qu'on puisse demander un peu plus tard sans souci. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que oui, on peut faire plusieurs demandes, mais par contre, le plafond reste le même. Donc, il n'y a pas spécialement d'intérêt à en faire une absolument avant le 30 avril pour en refaire une derrière. En fait, comme le plafond reste identique tout au long de l'année, la question est la même. Aujourd'hui, on sait qu'on sera en capacité de recharger une fois. Je ne sais pas si on sera en capacité de le faire plusieurs fois, ça. Enfin, ouais, bien sûr. Ok, donc ça me semble très très clair. Je rajouterais que il y a d'autres dispositifs de financement, alors complémentaires, en avance, remboursables, notamment au niveau des collectivités. On en parlera sans doute la semaine prochaine dans un autre rendez-vous, mais il y a pas mal de choses qui s'ajoutent. Il y avait une autre question qui rejoint une question qu'on a eue plus tôt sur une startup deep tech qui voudrait se créer dans les mois à venir. Est-ce que les dispositifs poussent vraiment à financer l'innovation ou plutôt à soutenir les PME établies? Donc ça, on avait déjà répondu que les dispositifs existants se prolongeaient, bien sûr, sur le soutien à l'innovation. Ouais. Par contre, ma petite remarque qualitative, et arrêtez-moi si je me trompe, c'est que c'est plutôt du côté des financements privés que ça va peut-être un peu être compliqué à mobiliser. Et comme il y a aussi des règles de 1 pour 1 selon les financements, voilà, c'est peut-être ce contexte-là qui va éventuellement un peu freiner, quoi. Mais du côté BPI, en tout cas, vous avez les mêmes enveloppes et vous soutenez toujours autant la croissance. La R&D, on a assoupli les règles du 1 pour 1. Parce que c'est vrai, cette règle du 1 pour 1, tous les banquiers, on dit souvent, pour avoir un de crédit, il faut avoir déjà un de fonds propres. Et c'était un peu une règle aussi, même il y a quelques années en arrière, du temps de l'Anvar, même sur l'innovation, on entendait ça. Et en fait, nous, on a vraiment assoupli ça depuis parce qu'on a eu la même démarche il y a quelques années, la Banque de France sur la cotation start-up. Et on s'est rendu compte effectivement que maintenant, on réfléchit beaucoup plus par rapport à la liquidité, à la trésorerie, que par rapport simplement au niveau des fonds propres. Parce qu'on peut avoir des cas où les entreprises ont des fonds propres importants, mais elles ont fait des apports en nature qui fait qu'elles n'ont pas de trésorerie. Et on peut avoir le cas contraire où il y a beaucoup de trésorerie et les fonds propres ne sont pas forcément... voilà. Donc, nous, on a cette approche et l'important pour nous, c'est de financer un projet quand on est sur des entreprises très innovantes et au démarrage.
Et donc là, on regarde, nous, sur projet par projet, produit par produit. Et par exemple, sur les bourses French Tech Émergence, qui sont les bourses French Tech, donc les subventions qui soutiennent la deep tech dans les entreprises qui démarrent avec des projets très, très risqués. Là, en fait, nos aides peuvent couvrir jusqu'à 70% du besoin. On n'est pas forcément à 50% comme souvent sur les aides R&D plus traditionnelles. Et donc, dans ce cadre-là, on va simplement demander à ce que l'entreprise ait la capacité de nous montrer que sur la durée du projet, elle aura la capacité à avoir ces 30% de trésorerie qui vont lui permettre de faire les dépenses globales du projet, quoi. Voilà. Merci, je pense que c'est important de dire voilà, que les financements à l'innovation continuent et que donc il faut, bien sûr le contexte est compliqué, mais continuer dans vos projets, même risqués, parce que c'est important pour la croissance à long terme. Et puis je vois que sur les appréciations de la situation des startups, vous rejoignez aussi pas mal l'évolution des critères de la Banque de France. Donc voilà, il y a vraiment une cohérence sur l'appréciation de la situation des startups entre les fonds propres, les liquidités, et ça permet d'avoir une réponse spécifique, ce qui ne veut pas dire qu'à chaque fois ça va être oui, mais au moins on n'est pas défavorisé parce qu'on est une startup. Oui, nous, on le voyait dans nos outils de cotation interne, hein, c'est un peu comme les outils de la cotation. Ouais. Chaque banque a son propre outil de cotation. Et nous, en plus, on était une banque particulière puisque on a ce gros soutien à la R&D et à l'innovation. Et en fait, quand on avait rapproché effectivement l'envers de la BDPME, quand on avait créé Oseo, on a mis quand même un peu de temps à avoir des outils parce qu'effectivement, les cotations, les outils de cotation bancaire traditionnels défavorisaient les startups. Et donc ça, on a fait évoluer ça maintenant il y a un peu plus d'un an. Voilà, donc ce qui fait que chaque chargé d'affaires doit choisir au départ, est-ce que c'est une start-up? Et donc là, après, il a un outil de cotation spécifique qui apporte de la souplesse, effectivement. Et voilà, parce qu'effectivement, dans beaucoup de dispositifs, alors pas des dispositifs de crise, hein, mais puisque là les taux sont connus et ils sont très bas. Hein, tout à l'heure, j'ai pas dit, le PGE c'est 0,25 hein, la première année, hein, donc 0 pour le prêt rebond, 1,75 pour le prêt à l'innovation. Donc, voilà. Donc ça c'est. Par contre, dans les autres dispositifs plus traditionnels et par exemple le prêt innovation pour soutenir le lancement industriel et commercial, là effectivement le taux du prêt il est indexé ou sur la cotation Banque de France ou sur notre propre cotation. Et donc, c'est là qu'on essaie d'avoir la meilleure cotation possible pour ne pas défavoriser et mettre un taux trop important sur une entreprise innovante, quoi. Merci Jean-Marc. Lise, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, je pense que c'était très clair. Je pense qu'on est tous sur la même ligne. Parfait. Eh ben alors, je remercie donc Jean-Marc et Lise. C'était vraiment intéressant d'avoir EBP France que vous avez l'habitude d'avoir, mais c'était utile d'avoir vraiment des précisions sur ce qui se passe. Et la Banque de France, qu'on a peut-être moins l'habitude de voir au quotidien, mais qui est quand même présente. Et donc, c'est vraiment utile d'avoir ce moment d'échange. C'est tout l'esprit du French Tech Central. Donc, on va continuer les webinaires d'une semaine à l'autre. On est en train de mettre en place la programmation. Et ça va s'étaler jusqu'à après le 11 mai, hein, parce qu'on ne sera pas totalement en capacité d'avoir des rendez-vous physiques. L'idée, c'est d'aborder toutes les thématiques importantes. Donc, la semaine prochaine, sans doute, sur la mobilisation des collectivités locales et les mesures complémentaires en termes d'avance, en termes de soutien, de fonds, qui permettent d'aller chercher aussi plus de moyens. La semaine d'après, ça sera peut-être sur l'international, on sera peut-être sur les questions sociales avec la Directe et l'URSSAF, on est en train de voir ça. La semaine d'encore après sur l'international, parce qu'il y a des questions d'import-export avec les douanes, Business France, de voir quels pays sont déconfinés, comment on fait pour se redévelopper à l'export. Et on voudrait en faire un aussi avec l'INPI et l'AFNOR, plus sur les outils propriété intellectuelle, propriété industrielle, normes, là pour repartir dans une perspective de développement vers la mi-mai. Donc merci à tous d'avoir participé. On continuera de communiquer ces rendez-vous par nos réseaux sociaux. On essaiera de mettre en ligne la vidéo de celui-là. Si vous ne consentez pas à sa mise en ligne, dites-le moi tout de suite, sinon elle le saura. Enfin, on va essayer sur YouTube et puis on vous communiquera tout ça. Vous avez quelques liens dans la partie chat. Continuez à regarder nos outils donc pour les mesures suivantes, notamment le bridge qui sera détaillé dans les semaines à venir.
Et puis une excellente journée à tous, un excellent week-end. Et dernier point, si vous voulez, nous on fait un afterwork virtuel ce soir à 17h. Donc n'hésitez pas à vous joindre, vous retrouvez ça sur notre site. On fait des mini-visios avec, avec nos vice-présidents. Et donc ils vont animer des petites visios où on sera 7-8 maximum, voire moins. Je vous mets le lien aussi dans le chat si j'arrive à le retrouver. Merci à tous et bonne journée. Voilà, je vous mets le lien pour notre afterwork. Salut. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.